Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Ça va très bien et toi? Ça va bien. Merci de nous accueillir dans ce magnifique hôtel Pullman. Ah, il est bien cet hôtel, on a une vue incroyable. Jean-Jacques, maintenant nouvelle année, il a été annoncé un peu une nouvelle organisation. C'est quoi un peu ton nouveau rôle là-dedans? Alors, depuis le 1er janvier, je suis le président de la division qui recouvre les marques Mid-Scale, Economy et Premium du groupe Accor. Donc ces groupes, c'est le cœur des réacteurs, hein, c'est 90% des hôtels, 75% des revenus, c'est 18 marques. Dans ces marques, on retrouve toutes les marques iconiques du groupe, les Ibis, les Pullman, les Novotel, qui sont les marques qui étaient les marques originelles en fait du groupe Accor. Et je voudrais profiter de cette introduction aussi, puisqu'on parle des marques originelles, pour en fait rendre hommage aux fondateurs de ce groupe, Monsieur Dubrul, Monsieur Pélisson, et comme vous le savez tous, Monsieur Pélisson nous a quittés il y a quelques semaines, donc j'en profite pour porter hommage. Oui, c'est vrai qu'on avait des grands industriels dans ce secteur, et effectivement les deux fondateurs du groupe en faisaient partie, de ramener un petit peu ce concept en Europe, et de faire construire ce groupe qui fait partie maintenant des leaders mondiaux et qui a une origine très européenne. Très fédérateur, très innovateur. Ce qu'ils ont fait il y a 50 ans, il fallait oser le faire. Donc aujourd'hui, il y a un vrai héritage sur ces marques qui racontent une histoire. C'est quoi un petit peu le portefeuille et le scope? La vision pour cette division, c'est une vision d'excellence hôtelière. Hein. Dans les marques, en fait, on a un capital sympathie, une reconnaissance de ces marques, un attachement aux marques qui est considérable, notamment sur des marques qui sont les trois marques core, qui sont la marque Ibis, la marque Pullman, la marque Novotel. Ce que l'on va faire avec ces marques, dimensions dans lesquelles on va les faire évoluer, on est post-Covid. Post-Covid, il y a des choses qui ont changé. Il y a un appétit beaucoup plus fort pour tout ce qui est expérientiel. Et donc, en fait, on va raviver ces marques, on va les faire évoluer vers quelque chose qui ressemble à ce qu'aujourd'hui, en fait, le client demande. Il y a aussi un deuxième point qui est important dans les évolutions post-Covid, qui sont le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est conversion a une force beaucoup plus importante. Il y a la volonté d'avoir des propriétés qui soient uniques par du consommateur, ils veulent des choses qu'ils n'ont pas vues ailleurs. C'est par exemple ce qu'on recherche avec une marque comme Handwritten, mais plus généralement, comme vous le savez, on a beaucoup de marques de conversion. En fait, les marques en elles-mêmes sont très fortes. La reconnaissance d'une marque comme Ibis, elle est mondiale. Et puis il y a des contraintes financières aussi qui font que d'avoir des marques de conversion, c'est plus rapide et pas à négliger. On est dans un monde dans lequel toute la dimension ESG est encore plus prédominante qu'elle ne pouvait être. Et les marques de conversion sont évidemment une bien meilleure solution en matière d'ESG que ne peuvent l'être ce qu'on appelle du new build, c'est-à-dire des constructions nouvelles. Là, on arrive dans une phase, on a tous commenté de façon gourmande le rebond qu'on a eu en termes d'activité. Je vois que les chiffres ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Peut-être un petit commentaire dessus. On est dans ce moment un peu de grâce après le rebond où on s'est dit, voilà, on profite, on va pas bouder notre plaisir. Moi, je dis toujours que c'est pas un moment de grâce, c'est une nouvelle façon d'être. Non mais écoutez, vous connaissez les chiffres puisque vous en publiez une partie. Donc le premier trimestre a été encore une fois extraordinaire, ou sera extraordinaire pour l'industrie, pas spécialement pour Accor, pour l'industrie. Donc tant mieux. En fait, dans la façon dont on regarde en fait les marchés, il y a des marchés dans lesquels on est aujourd'hui dominant. Parce que c'est nos marchés historiques. Donc c'est des marchés dans lesquels on a beaucoup d'hôtels, dans lesquels on a une densité importante et dans lesquels en fait notre objectif c'est de continuer à hyper densifier puisque c'est finalement comme ça qu'on crée le plus de valeur pour nos propriétaires, pour nos employés. Il y a des marchés dans lesquels en fait les choses sont en train de changer. L'Inde est devenue le pays le plus grand du monde. La capacité en fait des gens à voyager a cru de façon significative avec un enrichissement de la classe moyenne qui s'est fait de façon très importante au cours de ces dernières années. On a aussi le Mexique, qui est aujourd'hui quelque part entre la 5e ou la 7e destination, dépendamment des classements, dans lesquels les gens veulent voyager et où on a une présence, mais qui reste finalement modeste par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ce qu'on peut faire. On a d'autres destinations comme tout le pourtour méditerranéen, sur lequel post-Covid, puisqu'on est dans cette période post-Covid, la volonté des gens en fait d'avoir ce qu'on appelle des week-ends leisure ou des week-ends un peu plus sun and beach est plus importante. Donc là aussi on a du potentiel, on a des produits, on a maintenant une expertise. Rixos nous a beaucoup amené dans le groupe en termes de compétences
dans la gestion de ce genre de propriété. Donc on a plein de choses en fait qui changent avec le Covid et dans lesquelles on a des armes. Et donc on va regarder comment en fait aussi utiliser ces marchés-là pour notre croissance. Et je pense aussi que post-Covid, on sera encore plus qu'avant ouvert à la franchise. Du coup, est-ce que la roadmap est déjà un peu designée? Est-ce que tu peux en partager quelques éléments? Alors, je vous en donne des éléments, je l'ai fait au compte-gouttes. On aura un Capital Market Day à la fin du mois de juin, qui est en fait l'événement dans lequel on mettra tout ensemble, à la fois la partie Lifestyle Luxury, la partie Premium Mid-Scale and Eco, et on mettra surtout ça au regard de chiffres. Parce que finalement, toutes ces stratégies ont du sens dans la mesure où on est capable de les quantifier, de les mesurer. Un point qui est évidemment important, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait dans ces dernières années pour bâtir en fait un groupe qu'on appelle entre guillemets asset light, et qu'on a aujourd'hui toute cette boîte à outils qui est prête. Et donc on expliquera où est-ce qu'on en est sur la boîte à outils. Au niveau de l'équipe qui va t'entourer, est-ce que ça y est, tout le monde a son rôle, ses fonctions? En fait, on a 3 grandes régions. On a une région qui est la région je dirais un peu historique, qui est la région l'Europe au sens large, ça inclut l'Afrique du Nord, c'est Patrick Ménès. On a une région qui est en fait l'Asie, avec Duncan O'Rourke, qui auparavant d'ailleurs était en Europe du Nord. Et puis on a en fait toute l'Amérique, donc l'Amérique au sens large, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud, avec Thomas Dubert, donc qui sont en fait les grands piliers, je dirais, de l'organisation. Donc moins de régions, des régions plus larges, et avec des têtes de pont qui sont là où le business se fait. Donc Singapour pour l'Asie, Paris évidemment pour la France et Sao Paulo pour l'Amérique latine. Ok. Sur les enjeux importants pour le secteur, notamment des engagements sociétaux, on sait que beaucoup a été fait. Je pense qu'Accor a plutôt rempli son rôle de leader. Il faut essayer de montrer un petit peu les bonnes voies, les bonnes orientations. Il y a eu tout un sujet sur le plastique, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres critères qui vont être importants pour rentrer justement dans ces attentes autour de l'ESG qu'ont les consommateurs? Alors l'ESG, d'abord c'est l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait ces stratégies ne fonctionnent que si on réussit à décliner au niveau le plus bas. Et donc, une des choses qu'on s'est attaché à faire l'année dernière et qu'on est en train de mettre en place, c'est de pouvoir mesurer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce vieil adage qui dit que l'on améliore que ce que l'on sait mesurer. Donc, on a déployé un outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone par hôtel et qui permet de mesurer plus que l'empreinte carbone par hôtel. On a aussi une dimension, pouvoir regarder ce qu'on fait en termes de food waste. Tant qu'on ne mesurera pas, et qu'on ne mesurera pas de façon consistante, on ne pourra pas en fait aligner les gens sur ce qu'il faut faire et sur où sont les vrais leviers. Donc c'est ça en fait le gros effort que l'on va faire. Mais là, ce que l'on essaie de faire, c'est d'avoir une approche beaucoup plus systémique dans laquelle on sera capable en fait d'avoir ces données pour à la fois permettre à l'hôtelier d'améliorer sa consommation énergétique et nous permettre à nous de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux engagements forts qu'on a pris. C'est un vrai challenge. Vous avez aussi tout un programme pour accompagner les collaborateurs, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut mettre en place tous les outils. Je pense que les partenaires sont friands d'avoir des choses actionnables, mais il y a aussi tous les collaborateurs. Donc aujourd'hui, cette dimension-là, qui était très forte dans le groupe pendant le Covid pour d'autres circonstances, mais maintenant vous allez continuer à déployer cette partie humaine dans le réseau? Oui, absolument, absolument. On avait, enfin, vous y faites un peu référence, on avait un gros programme de formation l'année dernière et tout commence par le fait que les gens soient conscients de la situation. Je pense que maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, tout le monde a cette conscience implicite et la version explicite de cette conscience, c'est de pouvoir regarder les chiffres et de se dire ben voilà où j'étais et voilà où je vais. C'est un nouveau challenge, même si tu connais bien la maison. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu abordes cette nouvelle roadmap? Là, on sent beaucoup d'ambition, de détermination aussi, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, moi je suis extrêmement serein parce que je connais beaucoup de choses sur le groupe. Je sais ce que l'on a fait, je sais ce que l'on a bâti comme boîte à outils, je sais ce que l'on essaie de faire et donc je suis extrêmement serein. Je trouve que les choses, c'est un peu comme une sorte d'alignement des étoiles. C'est-à-dire que d'abord, il y a un business qui repart, on en a parlé, donc c'est quand même important. Ensuite, on a des gens qui ont une envie forte de se prouver à eux-mêmes. Ils sortent quand même dans nos métiers de 2 années et demie extrêmement brutales. Et donc, il y a la vraie volonté de pouvoir en fait exercer son métier de façon normale et, si possible, extraordinaire. Et puis, le dernier élément, c'est que on a en fait tout ce qu'il nous faut pour réussir. On a passé du temps à Créole, on a maintenant toutes les marques qu'il nous faut, on a mis une organisation au 1er janvier qui permet justement d'en tirer le bénéfice. Donc on a toute la boîte à outils. Après, maintenant, just do it. Ok, bon, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour les 3, 4, 5 années à venir. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci.